Bonjour Monsieur Yao, vous nous entendez? Oui, je vous entends bien, bonjour. Très bien, tout d'abord merci de nous d'avoir accepté notre invitation, d'être venu échanger avec nous et d'avoir accepté de répondre à nos questions. Donc pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes ancien ministre délégué à l'agroalimentaire sous François Hollande et vous êtes actuellement député de la première circonscription de Mayenne avec l'étiquette du Parti socialiste. C'est ça. Alors nous avons choisi des questions que nous souhaiterions vous poser. Alors tout d'abord, la première serait, selon vous, quelles seraient les solutions pour que les citoyens aient plus confiance en leur politique? Ah, ça c'est un beau sujet. D'abord, merci de votre invitation. Moi, j'accepte toutes les invitations à débattre, pourvu qu'on soit dans un cadre démocratique et de respect. Et c'est très important qu'on puisse avoir des lieux d'échange dans notre société. Et là, sur le support Discord ce matin. Alors, comment donner confiance dans la politique? Je pense que euh, la réponse de fond, c'est l'idée que on ne retrouvera confiance dans la politique que le jour où on retrouvera de l'efficacité dans la politique. Euh, si les citoyens se disent que, et on entend ça très souvent, la droite, la gauche, c'est la même chose, ça change rien à ma vie. Si on continue d'entendre ça, bien sûr qu'il n'y aura pas de confiance dans la politique, bien sûr qu'il n'y aura pas de confiance dans l'action publique, bien sûr qu'il n'y aura pas de confiance dans la capacité à changer les choses, à changer l'ordre du monde, à faire en sorte que chacun soit considéré et respecté pour ce qu'il est dans notre société aujourd'hui et que la politique amènera des réponses aux problèmes que se posent les citoyens. Donc, la question de l'efficacité de l'action publique, donc de l'efficacité de la politique, c'est pour moi la pierre angulaire de la confiance dans la chose publique. Donc, c'est ça qu'il faut interroger. Ce qui veut dire que à partir de là, on doit trouver la bonne échelle pour intervenir. Est-ce que c'est le plan local? Est-ce que c'est le plan national? Est-ce que c'est un échelon plus large? Voilà, en tout cas, s'il y a autant de défiance aujourd'hui vis-à-vis de la chose publique, c'est que on n'est pas sûr, les citoyens ne sont pas convaincus de son efficacité suffisante. Voilà comment je veux poser le problème. Allô? Oui, très bien, merci de votre réponse. Alors la seconde question porte sur la République française actuelle. Selon vous, que pensez-vous de la République française dans son état actuel? Vous voyez ce qui s'est passé hier soir, hier après-midi, à Conflans-Sainte-Honorine? Euh, Bien sûr que c'est une attaque contre la République. C'est d'abord une attaque avec un horrible drame, la mort d'un homme décapité, un professeur qui enseignait en cours d'histoire et géographie, d'instruction civique, les valeurs de la République, la laïcité, la liberté d'expression, euh, donc ce qui dans notre société est permis, ce qui n'est pas, donc les règles. Et pour ça, pour cette mission d'enseignement au nom de la République, euh, il a été trucidé comme il a été. C'est évidemment affreux. Et la question qu'on se pose, c'est comment la République elle doit répondre à tout ça. Comment aujourd'hui on aborde le terrorisme islamiste et comment on lui répond et comment la République, elle continue d'être ce lien entre tous les Français, qui qu'on soit, où qu'on soit, quelle que soit sa religion, qu'on en ait, qu'on n'en ait pas. Voilà. Donc, c'est ça la question fondamentale. La République, là, elle est. Certains voudraient la remettre en cause, au sens où on considérerait, enfin certains considéraient que la loi de la République ne peut pas être la loi de tous et que des lois de certaines religions devraient s'imposer. Pas question, pas question. Donc, il y a un travail éducatif massif. Et puis, il y a, je crois, dans tous les actes de la vie publique, rappeler ce que c'est que la République, redire
ce qui nous unit les uns les autres, redire ce qu'est la liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité dans un pays comme le nôtre. C'est indispensable. Voilà. Mais juste une dernière chose là-dessus. Pour qu'il y ait aussi adhésion à la République, il y a ce commun culturel, et donc cette action éducative très, très forte. Mais l'éducation, c'est pas simplement l'instruction, c'est pas simplement à l'école, hein, c'est dans tous les actes de la vie. Tout doit faire éducation. Et puis, il y a aussi la question des enjeux qui sont liés aux enjeux sociaux et économiques du pays. Si les citoyens ont le sentiment qu'ils n'ont pas d'avenir, que tout est bouché, qu'ils ne sont pas reconnus, que parce qu'ils s'appellent un tel ou un tel, ils seront, ils seront blacklistés. C'est pas entendable ça. Donc, ça signifie que la promesse républicaine, qui est aussi une promesse sociale, doit s'incarner véritablement. Et donc, on doit trouver aussi des réponses sur le plan économique et social pour que l'adhésion au commun, l'adhésion à notre République, ce qui fait notre commun, donc, soit toujours forte. C'est pas un petit sujet. Très bien. Donc la troisième question porte sur le RIP, le référendum d'initiative partagée qui est en ce moment en discussion à l'Assemblée nationale, il me semble. Donc quel est votre point de vue concernant le RIP, Monsieur Hiraud? Alors, le RIP, il n'est pas en discussion en ce moment parce Ah oui. que Oui. non, 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 mais c'est pas grave. Certains députés ont proposé que sur un sujet particulier, il puisse y avoir référendum d'initiative partagée. Je rappelle juste la procédure. Pour que le RIP soit effectif, donc pour qu'il puisse y avoir un référendum en France aujourd'hui, il faut alors, il y a ce qui existe dans la Constitution du point de vue de l'initiative du président de la République. C'est une chose. C'est l'article 11. Il y a ensuite une autre disposition de la Constitution qui donne la capacité à des parlementaires, s'ils sont suffisamment nombreux, d'ouvrir la possibilité, je dis bien d'ouvrir la possibilité d'un référendum si ensuite vous avez une certaine part du corps électoral, donc une partie des Français, qui pétitionnent pour ou qui amènent leur accord pour que ce référendum soit organisé. Ça, c'est la procédure. Alors, il y avait un projet de RIP qui n'a pas abouti sur la privatisation d'aéroports de Paris, parce qu'il y avait le nombre de parlementaires suffisant, donc députés et sénateurs, mais le nombre de signatures, qui est 10% du corps électoral, n'avait pas été réuni. Donc, et ça, 10% du corps électoral, c'est 4 millions et demi, un peu plus même, de Français à se prononcer pour l'organisation du référendum. Les signatures n'ont pas été réunies en nombre suffisant. Donc, aujourd'hui, on va dire que ça n'est pas allé au bout. Ensuite, à ce stade. Ensuite, il y a un autre projet de RIP sur la question animale, mais là, le nombre de députés députés et sénateurs n'a pas été non plus suffisant. Alors, le RIP, il existe, c'est une disposition de la Constitution. Moi, j'avais soutenu le projet de RIP aéroport de Paris. Je ne soutiens pas celui sur la question animale parce que je considère que pour traiter de la question aujourd'hui, le référendum n'est pas le bon outil. C'est-à-dire que autant il faut traiter cette question animale, du bien-être animal, autant il faut la traiter de telle sorte qu'on trouve des solutions et qu'on ne soit pas uniquement dans l'exacerbation de clivages d'opposition dans le pays aujourd'hui. C'est pas comme ça qu'on avancera. Et je dis ça d'autant plus fortement que le contexte économique, social, sanitaire dans lequel nous sommes, à mon avis, m'amène à penser que c'est pas la principale des priorités aujourd'hui à traiter et que si on doit mobiliser l'énergie des Français sur une question
un débat national, c'est, à mes yeux, ça n'est pas sur la question du bien-être animal, d'autant que, je vous le disais, ça ne produit pas les solutions qu'il faut pourtant chercher pour que ces problèmes soient traités. Très bien. Donc la quatrième question porte sur le gaspillage alimentaire. Mhm. En Afrique subsaharienne, 60% de la production est gaspillée car il n'y a pas de chaîne du froid de silo de transport performant. C'est 3 fois plus de gaspillage qu'en France, où 18% est gaspillé. Que proposez-vous en termes de coopération agroalimentaire? Alors, merci de votre question qui élargit au plan mondial l'enjeu gaspillage. Aujourd'hui, on gaspille un tiers de ce qu'on produit, hein. La production alimentaire totale finit pour un tiers à la poubelle. Vous l'avez dit, il y a des problèmes à la production, sur la conservation, sur le stockage, sur le transport dans les pays en voie de développement et dans les pays développés, en tout cas dans les sociétés occidentales, on est plus bien sûr sur la consommation. Alors, la réponse, elle est en effet elle est aussi dans des coopérations pour amener les pays qui se développent à mieux maîtriser, alors non seulement la chaîne du froid, mais tout ce qui est la conservation des aliments. Ça signifie d'abord qu'il faut se poser la question de savoir ce qu'on produit. Ça, c'est la première chose. Et que peut-être on fasse droit davantage aux cultures vivrières qu'on sait mieux maîtriser, qu'on sait mieux conserver que des cultures d'importation pour lesquelles ça demande d'autres techniques, d'autres procédés en termes logistiques en particulier. Donc, il faut se poser la question du modèle agricole et ensuite, il faut se poser la question, vous le faites, de la coopération, de telle sorte que on amène les populations et toutes les populations du monde, dans tous les pays du monde, à gagner sa souveraineté alimentaire. Et c'est évidemment essentiel parce que la question alimentaire est une question de stabilité, est une question géostratégique, est une question donc politique. Et moi, je suis très heureux que le PAM, le Programme alimentaire mondial, se soit vu décerner le prix Nobel de la paix, parce que à travers ça, j'espère que davantage de citoyens prendront conscience de l'importance de l'alimentation, non seulement pour se nourrir chacun, bien sûr, c'est un droit fondamental, ça va de soi, mais aussi le poids de l'alimentation dans les relations politiques internationales. Donc, mieux chaque pays assumera et garantira sa souveraineté alimentaire, euh, plus forts et plus marquants seront les efforts en faveur de la paix. Très bien, merci de votre réponse. Alors la question suivante portera sur la démocratie. Après plusieurs mandats dans l'hémicycle, quel changement pensez-vous qu'il faudrait apporter pour améliorer la démocratie en France? Euh, Moi, je suis heureux qu'on se pose cette question aujourd'hui. Enfin, je suis heureux. Je pense indispensable qu'on se pose cette question. Parce que la démocratie représentative, telle qu'on l'a vécue, telle qu'on fait de la politique depuis longtemps, on voit bien, ça répond pas aux attentes, en tout cas, ça répond plus suffisamment aux attentes des citoyens. Il y a la question de l'efficacité politique, mais il y a la question aussi, on le disait tout à l'heure, l'efficacité de la politique pour changer les choses et faire en sorte que on améliore la vie de chacun et de tous. Ça, c'est la première chose, la question donc de l'efficacité, mais il y a aussi la question de la démocratie au sens comment chacun est mieux respecté, mieux entendu dans notre société et dans nos institutions aujourd'hui. Moi, je suis un militant de la démocratie participative, non pas pour remplacer la démocratie représentative, mais pour l'enrichir, pour l'améliorer. Et c'est ce que j'essaie de faire dans mon département avec des ateliers législatifs citoyens. C'est-à-dire que depuis 3 ans maintenant, euh, j'invite les citoyens que ça intéresse à travailler avec moi sur des grandes lois ou des grands sujets qui mériteraient une loi. Par exemple, j'ai travaillé en 2018 sur la question de l'alimentation dans le cadre du débat à l'Assemblée nationale sur les états généraux de l'alimentation.
En 2019, nous avons travaillé sur la question de la santé, parce que je suis dans un département, la Mayenne, où la question de la désertification médicale est lourdement posée. Cette année, nous travaillons sur la question de la dépendance, de l'autonomie et de la place donc des personnes âgées dans notre société. Euh, et ce que j'essaye de faire, cette tentative, c'est d'associer les citoyens à l'écriture de la loi. C'est-à-dire, on travaille sur des amendements, on travaille sur des articles de loi. Et moi, je porte ensuite à l'Assemblée nationale ces préoccupations, mais je porte de façon très concrète euh, un travail commun, un travail collectif qu'on avait fait sur tel ou tel amendement. C'était le cas sur la loi État généraux de l'alimentation de 2018. L'an dernier, sur la santé, nous avons bâti une proposition de loi que j'ai défendue ensuite dans l'hémicycle. Euh, alors, au nom des ateliers citoyens, et évidemment en conformité avec les engagements que j'avais pris, moi, devant les citoyens en 2017, au moment de ma réélection, et bien sûr en cohérence avec les valeurs qui sont mes valeurs à moi, mes valeurs politiques. Mais euh, sans rien déjuger de mes valeurs, on est capable de travailler avec des gens qui ne partagent pas au départ toujours les mêmes convictions politiques. Ça, c'est la démocratie, c'est très bien, il faut surtout que ça continue. Mais on est capable aussi de produire ensemble des propositions qu'il m'appartient donc de relayer dans l'hémicycle, à l'Assemblée, et ensuite je fais ce travail de revenir devant les citoyens membres de ces ateliers citoyens, ateliers législatifs citoyens, pour rendre compte de ce qu'a été le vote de l'Assemblée nationale sur tel ou tel amendement, donc, ou tel article de la proposition de loi. Ce que je veux dire par là, c'est que le législateur, les représentants, n'ont pas à craindre la démocratie participative. Plus les citoyens peuvent s'exprimer euh, selon des cadres qu'on offre, hein, plus vivifiant ça peut être pour la démocratie. Alors, euh, je vous dis ça après vous avoir dit que le RIP sur le bien-être animal, moi, je n'y étais pas favorable parce que je trouvais que ça ne produisait pas de solution. Donc, il y a toute une réflexion à mener sur les sujets qu'on peut mettre en débat, sur lesquels il faut un travail de fond, un travail de long terme pour trouver ces solutions. Et c'est ça que je trouve intéressant aujourd'hui. Je ne dis pas que j'ai la solution, je dis simplement que ma responsabilité à moi d'élu, c'est de tenter de nouvelles solutions avec les citoyens. Et dans la création de ces lois, de ces amendements, nous avions une question qui était, à titre personnel, collaborez-vous avec des groupes tels que LFI, GDR, voire EDS, afin d'écrire ces amendements, ces textes et ces articles de loi? Alors, moi, j'ai toujours veillé à ce que on puisse avoir des paroles partagées dans l'hémicycle sur tel ou tel sujet, hein. Il ne faut surtout pas s'enfermer dans, son, euh, dans sa formation politique. Moi, je suis socialiste, il est parfait. C'est une blague. Je suis socialiste, mais ça ne m'empêche pas de travailler avec d'autres. Et donc, euh, en particulier à l'Assemblée, nous avions en 2017 ou 2018 mis en place un groupe de travail qui s'appelait Accélérons, qui était transpartisan, pour que, d'abord pour qu'il y ait euh, un travail commun sur des grands sujets, en particulier autour de l'environnement, de l'écologie. Donc, on a fait ça. Et puis ensuite, on porte soit des amendements en commun, soit des amendements qui sont très voisins, quel que soit le groupe auquel on appartient. Voilà, il faut être capable de faire ça aussi. Je pense que cette fluidité ne nuit pas au travail parlementaire, bien au contraire. Très bien, donc avant-dernière question. Au risque de paraître un poil médisant, le Parti socialiste n'est-il pas mort sur la scène politique française actuelle? Comment faudrait-il faire, selon vous, pour qu'il revienne sur le devant de la scène? Vous n'êtes pas médisant, c'est une question que plein de gens se posent, ou c'est des réflexions qu'on peut entendre aussi. Donc, moi, je n'ai pas peur de ça. Je suis membre du Parti socialiste depuis longtemps. C'est ma fidélité aussi, moi, à une formation. Mais ça ne m'empêche pas de vouloir qu'il se
rénove, qui se modernise. La crise que traverse le PS date pas exactement de 2017, hein, même ça a été l'acmé. Euh, c'est une crise qui est commune à tous les partis de la social-démocratie en Europe, en tout cas, et même plus généralement mondialement. Donc il faut réinventer cette social-démocratie, c'est-à-dire que comment aujourd'hui elle peut répondre aux grands enjeux du monde contemporain. Euh, Pas un petit sujet. Donc, il y a la façon dont on aborde les modèles de développement, comment on intègre la préoccupation écologique, l'exigence, la responsabilité écologique dans les modèles de développement. La question ensuite de la lutte contre les injustices et les inégalités, ce qui est dans l'identité même du Parti socialiste, qui a été à l'origine de sa création au XIXe siècle, puis ensuite au début du XXe. Donc ça, la question des inégalités n'a jamais disparu. Et on le voit encore aujourd'hui avec le nombre de gens qui basculent dans la pauvreté. Donc là, cette idée de la lutte contre l'injustice, elle n'est pas morte. Simplement, il faut qu'on voit comment aujourd'hui on trouve les bonnes réponses pour être efficace, là encore. Et c'est ça qui doit nous occuper. Et puis, le Parti socialiste a toujours été un parti internationaliste, au sens où on considère qu'on ne doit pas être dans un nationalisme fermé, dans un patriotisme ouvert certainement. C'est pour ça que nous sommes européens. Mais il faut penser aujourd'hui, repenser la question du multilatéralisme, comment on intervient, comment on est efficace au moment où on a des Trump, des Bolsonaro, des Poutine, euh, puissance chinoise aussi. Donc il faut traiter toutes ces questions. Et aujourd'hui, c'est le grand défi qui attend la social-démocratie, mais j'allais dire l'ensemble des partis du champ démocratique, ça va de soi. Sur le renouvellement du Parti socialiste, nous avions une réaction de Corentin qui nous précise que Jacinda Ardern du Parti Travail Social-Démocratie a gagné les élections en Nouvelle-Zélande avec une majorité absolue aujourd'hui même. Et une dernière question qui sera posée par Antoine qui avait une question. Du coup, Antoine, on t'écoute. Merci beaucoup, Monsieur Garot, pour votre Bonjour, présence. Et Antoine. puis, bonjour à vous. Et le principe de responsabilité aussi qui vous anime sur la question du RIP, où vous n'avez pas forcément dit ce que les gens attendaient. Et je trouve ça intéressant. J'ai discuté à l'occasion avec Stéphane Le Foll, et je lui ai demandé pourquoi il ne mettait pas des prix. Avec une politique de stock, on pourrait avoir des prix pour l'agriculture. Et sa réponse m'avait étonné. Il m'avait dit qu'il n'était pas communiste et que donc bon, bah, moi, je lui ai répondu que quand même c'était De Gaulle qui avait fait cette politique. Et moi, je vais vous poser une autre question. Ouais. C'est voilà, par rapport à une citation de Jaurès qui disait « Le crédit démocratique, c'est la solution tranquille au problème social ». Donc, est-ce que vous avez une réaction sur cette question au fait de reprendre le contrôle de la création monétaire? Et je vous remercie. Ah, d'accord. Crédit démocrate, d'accord. Je cherchais le lien. La crise qu'on traverse là, elle remet des pendules à l'heure, ou en tout cas, elle nous oblige à revisiter ce qu'était, pour certains, en tout cas pour beaucoup trop de gens, je crois, des dogmes indépassables. On a engagé des politiques dans les pays membres de l'Union européenne pendant des années au nom de la règle des 3%. Vous savez, il ne fallait pas dépasser 3% de déficit dans les budgets des États, sous peine d'être sanctionné par les mécanismes européens en vigueur. Bon, cette règle, elle n'est plus tenable aujourd'hui avec les dettes qui ont été faites, qui ont été créées pour faire face à la crise sanitaire. Donc, à partir de là, c'est comment on va régler la dette? Quelles solutions on va apporter? Sachant que tous les pays, pas simplement européens, hein, mais au monde, ont créé davantage de dettes. Donc, la question de la création monétaire, elle va se poser, bien sûr. Au moment où je vous parle, je n'ai pas la réponse.
Je dis que simplement, aujourd'hui, les, comment dire ça, les idées les plus courantes en matière d'économie et de finance ne seront peut-être pas les idées qui demain présideront au choix d'une majorité d'États, parce qu'il faudra bien sortir de cette crise et il faudra bien que, à la fois sur le plan sanitaire bien sûr, mais sur le plan économique et financier, et donc ça imposera peut-être d'autres réponses, d'autres formules, de telle sorte qu'on revisite des critères ou des façons de penser qui peut-être apparaîtront obsolètes. Très bien, Monsieur Yaron. Donc, nous vous remercions avec l'ensemble de l'équipe du serveur d'avoir accepté notre invitation, d'être venu répondre à nos questions.